Bienvenue au deuxième webinaire de la série La nouvelle réalité des quincailleries. Le webinaire d'aujourd'hui s'intitule Les moyens pour prévenir les crimes dans les quincailleries. Notre série de webinaires est une initiative du Collège ACMAT et est réalisée grâce au soutien financier de la Commission des partenaires du marché du travail. Je me présente pour débuter, Isabelle Champagne, directrice communication et marketing de l'ACMAT, et je serai votre modératrice pour cette présentation. Le déroulement aujourd'hui est bien simple. Eh bien, après le mot de bienvenue, les explications du déroulement, règles de conduite et objectifs, nos experts vont vous faire leur présentation et répondre à vos questions tout au long. Alors, vous n'hésitez pas à nous écrire pendant qu'ils exposent le contenu et ils vont se faire un plaisir de répondre à vos questions. Ensuite, on vous remercie et on vous donne le prochain rendez-vous pour terminer à 15 heures. Et au plus tard, je vous le promets, 15h15, c'est terminé. Le webinaire d'aujourd'hui va fonctionner comme suit. Seuls les micros et les caméras des animateurs sont activés. Vos questions, vous êtes invités à les formuler par écrit dans la boîte de conversation chat. Et je me ferai un plaisir de les adresser à nos experts. Et au besoin, si nécessaire, je donnerai la parole aux participants pour clarifier son point. Les objectifs qu'on souhaite atteindre aujourd'hui. Premièrement, voir la philosophie de la prévention, comment se protéger. Une mise en contexte avec la COVID-19 est comme un point obligé. Les pertes en commerce de détail, les sources et leurs impacts. Quoi faire en cas de vol interne. Rançongiciel versus prévention. Et pour débuter, je vous présente nos premiers intervenants. Alors, nous avons M. Marc-André Plaisance, directeur prévention des pertes chez GardaWorld. GardaWorld étant notre partenaire à l'ACMAT pour tout ce qui concerne la sécurité. Et nous avons aussi le plaisir de recevoir Mme Sophie Denis, propriétaire de la quincaillerie Jean Denis, au Mandoire à Saint-Raymond, qui va nous partager son expérience. Alors, je donne la parole et le contrôle à Marc-André Plaisance. À vous. Alors, bonjour à tous. Merci d'être présents aujourd'hui au webinaire qui va porter sur le vol et la fraude en quincaillerie, les moyens de se protéger en tant que commerçant. Je m'appelle Marc-André Plaisance, je suis directeur de la prévention des pertes chez GardaWorld. Je suis dans l'industrie de la sécurité depuis 10 ans maintenant. J'ai travaillé principalement avec les magasins de détail, mon rôle étant de mettre sur pied des programmes de prévention pour les commerçants dans le but de réduire les vols et les fraudes potentielles. Je vais être accompagné plus tard de Terry Cutler, à qui je vais laisser le plaisir de s'introduire à ce moment-là. On va commencer le webinaire avec un peu de psychologie. Question de vous faire comprendre le risque, le besoin et l'opportunité auquel chaque être humain fait face dans sa vie. Avec cette philosophie-là, il va vous être plus facile de comprendre les motifs qui vont pousser des gens à voler dans votre commerce et les moyens pour prévenir également ces vols. Donc, on va commencer par le triangle du feu. Donc, tout le monde connaît le triangle du feu qui va venir nous aider dans le prochain exemple. Pour faire un feu, donc, ça nous prend 3 éléments. Ça nous prend de la chaleur, un comburant et un combustible. Quand on enlève un de ces 3 éléments-là, on vient d'éliminer le feu. Donc, on enlève carrément le combustible, on enlève l'élément qui brûle, on enlève le comburant, donc on vient couper son oxygène. On vient de se débarrasser du feu et on coupe la chaleur, donc on l'éteint avec de l'eau, on va venir éteindre le feu. Donc, on est capable de venir l'attaquer sur 3 fronts. En prévention des pertes, c'est un peu la même chose. Donc, vous voyez ce que vous voyez à l'écran. Dans la vie de tous les jours, on est confronté à une multitude de règlements. Du moment où on met les pieds hors du lit, au moment où on embarque dans notre voiture, on doit faire un arrêt obligatoire, on doit respecter les feux de circulation, on ne peut pas avoir notre téléphone au volant, on ne peut pas fumer à tant de distance d'un bâtiment, on doit être revenu à la maison avant le couvre-feu. Donc, on fait face à une multitude de règlements. Ce qui va venir déterminer si on va suivre ou non un règlement, c'est un mélange des 3 facteurs que vous avez à l'écran. Vous allez comprendre pourquoi. Quand on fait face à un règlement, on se pose 2 questions.
l'opportunité étant toujours présente. Donc, on peut décider si oui ou non on décide de suivre un règlement en place. La première question qu'on va se poser, c'est est-ce que j'ai besoin de contrevenir à ce règlement-là? La deuxième question, c'est est-ce que le besoin que j'ai à contrevenir à ce règlement-là surpasse les conséquences et le facteur de risque qu'on voit à l'écran qui y sont associés? Pour que ce soit plus facile à comprendre, je vais vous donner un exemple. Vous êtes sur la route, par exemple, l'autoroute 20 à Québec, direction ouest, puis vous allez à Montréal chez vos beaux-parents. La question que je veux vous poser, c'est allez-vous rouler à 170 km/h sur l'autoroute pour arriver chez vos beaux-parents plus vite? Si je vous pose la question puis vous répondez dans le chat, est-ce que vous allez rouler à 170 km/h pour arriver chez vos parents plus vite? Probablement que la majeure partie des questions, des réponses vont être non. Vous n'allez pas rouler à 170 km/h pour arriver chez vos beaux-parents plus vite. En connaissance des risques et des conséquences associées à un excès de vitesse de cette envergure-là, du nombre de polices sur l'autoroute, des conséquences, perdre son permis, conduite dangereuse, tout le tralala, on ne va pas prendre ces risques-là. Donc, on prend ce scénario-là et on va venir changer seulement un élément. Donc, vous êtes toujours sur la même autoroute, la 20 direction ouest vers Montréal, direction des Beaux-Parents. On a le même nombre de policiers sur la route. Les risques d'un excès de vitesse sont les mêmes. Par exemple, votre conjoint ou votre conjointe à côté de vous est en train de faire un arrêt cardiaque à vos côtés. Ma question à vous, c'est allez-vous rentrer à 170 km/h à Drummondville pour aller porter votre proche à l'hôpital le plus près rapidement? Probablement que dans ce cas-là, votre réponse va être oui. À ce moment-là, je vais contrevenir à la règle. Qu'est-ce qui vient de changer, en fait, dans les deux situations que je viens de vous présenter? Ce que je veux que vous compreniez, c'est que dans la situation 2, dans la deuxième, notre besoin qu'on voit ici vient de surpasser le risque et les conséquences qui nous fait transgresser les règlements. Notre besoin était devenu tellement gros que les conséquences et le risque n'avaient plus d'importance. On est contrevenu au règlement à ce moment-là. En prévention du vol et de la fraude, c'est la même chose. Par exemple, en tant qu'organisation, on peut seulement focuser sur un des 3 points suivants pour éliminer la fraude ou le vol dans notre entreprise. Selon vous, puis vous pouvez répondre dans le chat, Isabelle, peut-être tu peux me dire c'est quoi les réponses dans le chat, mais sur quel point en tant qu'entreprise on peut venir jouer pour éliminer les risques de vol et de fraude dans notre commerce? Sur quelle de ces 3 faces-là? Est-ce qu'il y en a qui veulent essayer une réponse dans le chat? Vous pouvez vous essayer, il n'y a pas de mauvaise réponse, puis on va repasser chacun des points par la suite. Une première réponse, opportunité. Okay. Opportunité revient encore. Okay. Opportunité. Parfait. Alors, je pense que le mot opportunité est vraiment le gagnant, effectivement, jusqu'à maintenant. C'est parfait parce que je m'attendais à ce que les réponses soient partagées en 2 points. Puis, je vais vous expliquer la différence. Donc, certains d'entre vous ont répondu l'opportunité. Je pense qu'on n'a pas eu de personnes qui ont répondu le facteur de risque. Puis le besoin, vous avez compris avec l'exemple précédent que le besoin il est propre à chacun des individus. On ne peut donc pas intervenir en tant qu'entrepreneur, en tant que propriétaire sur le besoin pour prévenir un vol ou une fraude. Le besoin de voler ou de frauder d'un individu peut venir d'une incapacité d'être capable de nourrir sa famille, par exemple, durant un manque de revenus. Peut-être pour combler un problème de drogue, peut-être combler un problème de jeu ou toute autre dépendance coûteuse, peut-être également pour rembourser une dette. J'ai vu dans des dossiers d'enquête des employés qui volaient parce que quelqu'un les attendait à la fin de leur corps de travail parce qu'il leur devait de l'argent. L'employé avait donc plus peur du gars qui l'attendait dehors que de son employeur ou de perdre son emploi. Donc, le besoin, on ne peut pas, en tant qu'employeur, intervenir sur cette facette-là. Il y a une chose qu'on va pouvoir faire pour être au courant du besoin si c'est un employé.
si on a la confiance de ces employés-là. Dans beaucoup de dossiers d'enquête, on entend un employé qui va avoir volé, fraudé son employeur, l'employeur qui va dire « si tu étais venu me le dire ». Si tu étais venu me voir, j'aurais pu te guider, j'aurais pu t'aider, j'aurais pu te conseiller. Tu n'étais pas obligé de me voler, tu aurais dû venir me voir. Bien, en intervenant à l'avance, puis en mentionnant à nos employés, si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à venir me voir, bien, au moins, on est capable de se mettre au courant de ce besoin-là. Si jamais on sait qu'on a des individus autour de nous qui sont dans une situation précaire, qui pourraient finalement venir se servir à partir de nos actifs. Okay? Pour ceux qui ont répondu l'opportunité, sur quoi on peut intervenir, je comprends pourquoi certains d'entre vous ont mentionné l'opportunité. Par exemple, l'opportunité, c'est inhérent à faire des affaires. On prend un bâtiment, on prend une entreprise, on a des millions en inventaire, on prend des clients, on les met là-dedans, on prend des employés, on les met là-dedans, on a des caisses remplies d'argent, on a de l'inventaire partout, on est ouvert durant des horaires qui dépassent parfois les 12 heures, on mélange tout ça ensemble, c'est rempli d'opportunités de vol ou de fraude. Donc, l'opportunité d'être victime de vol ou de fraude, c'est inhérent un peu à faire des affaires. On s'expose à ça de toute évidence. Là où, en tant qu'organisation, on veut venir jouer, c'est sur les facteurs de risque et les conséquences associées. En venant augmenter les risques et les conséquences de manière suffisante, on vient se créer une barrière de risques et conséquences dans notre commerce. Plus cette barrière-là, elle est élevée, avec une multitude de choses qu'on va voir par la suite, plus cette barrière de risque-là est élevée, plus le besoin d'un individu pour commettre un vol ou pour transgresser un règlement, comme on en parlait tantôt, doit être élevé. Okay? Donc, si notre besoin est moindre, on sait qu'il y a tellement de contrôle, puis il y a tellement d'éléments de sécurité en place, bien, on se dit, ça ne vaut pas la peine, c'est sûr que je vais me faire prendre. Okay? Je change la slide. Parfait. Donc, en lien avec ce qu'on vient de voir, on va parler de l'être humain. Vous voyez une phrase à l'écran qui nous inclut une grande majeure partie des gens présents ici aujourd'hui. L'être humain est à la base un gageur de risque, un mesureur de risque, et non pas un suiveur de règles. C'est vrai pour tout le monde, c'est vrai depuis notre plus jeune âge. Je vous donne un exemple pour mieux comprendre ce que je veux vous dire. Vous êtes sur l'autoroute encore une fois. On va faire changement. Vous êtes en direction de Québec cette fois-ci. Si je vous demande, puis vous pouvez écrire dans le chat encore là, Isabelle, si vous voulez bien me donner les réponses. Avec plaisir. Quelle vitesse allez-vous rouler sur l'autoroute? Est-ce qu'il y en a qui vont nous répondre la belle réponse de 100 km/h ou ils vont être... Ah, ouais. J'ai un 116, un 119, 115 à 120. Oui, c'est un bon range. Oui. OK, ça tourne. On est tous là, on ne dépasse pas le 120. On veut rester... Fait qu'on n'a pas eu quelqu'un qui a dit 100, ça, je suis rassuré. Non, il n'y a personne qui a répondu 100. Fait qu'il n'y a personne qui suit la règle. OK, bon, voyez-vous, ça, je ne suis pas surpris. Dans le fond, là, ce que je veux faire comprendre, beaucoup d'entre vous vont répondre finalement entre 110 et 120. Pourtant, la règle, c'est 100 km/h. Donc, pourquoi, puis vous pouvez encore me répondre dans le chat, pourquoi vous roulez plus vite que la limite en vigueur? Pardonnez-moi, je me suis... Pourquoi on roule plus vite que la limite en vigueur? Ah, suivre le trafic. Suivre le trafic, c'est bon. On sait qu'on ne se fera pas arrêter à 115. Tolérance de la police, c'est toléré. À côté de la zone de tolérance. Ah, c'est bon, ça, c'est une bonne réponse. La police n'a pas l'habitude de nous arrêter, fait que c'est vraiment ça. On calcule le facteur de risque. Absolument. Donc, la police ne vous arrête pas en haut de 120 km/h, mais la règle est de 100. Mais on se dit, il ne m'arrête pas en haut de 120 km, en bas de 120 km/h, il ne m'arrête pas. Donc, qu'est-ce que ça vient nous illustrer comme raisonnement, ça? Si on reprend notre triangle du risque qu'on a vu un peu plus haut, ce que ça vient nous illustrer, dans le fond, c'est qu'on se fout du règlement. On va aller jusqu'où l'élastique nous permet d'aller avant qu'il brise. On va se rendre jusqu'à la limite du règlement. Il y en a qui ont répondu ça, puis c'est très bien. On va se rendre jusqu'à la limite du règlement. L'être humain va tester la limite. Puis ça, c'est depuis son plus jeune âge.
ma sœur, je vous fais un petit exemple, là. Ma sœur a un enfant qui est déjà attesté la limite de sa mère. Je la voyais l'autre fois, ma sœur l'assoit dans la chaise haute, puis elle lui donne à manger, puis sa petite fille, elle a un jus dans sa main. Puis là, elle tourne le jus comme ça, en regardant ma sœur dans les yeux, puis ma sœur lui dit « Maman, elle dit non, tourne pas le jus, ça va tomber dans la tablette, ça va faire un dégât. » Elle tourne le jus. Maman dit non, ne tourne pas le gobelet. Maman dit non. Puis en la regardant encore des yeux avec son beau sourire d'ange, jusqu'à temps que le jus il tombe dans la tablette. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, cet enfant-là? Il est en train de tester les limites de sa mère. S'il y en a qui sont grands-parents ici, parce que je ne vous vois pas, je ne peux pas assumer non plus. S'il y en a qui sont grands-parents, vous allez pouvoir comprendre aussi ce que je vais dire. Mais c'est mes parents, dans le fond, là, les grands-parents de l'enfant que je vous parle. Ils se font un malin plaisir à dire à ma sœur, elle est super gentille. Quand elle vient, elle écoute tout le temps. Nous, on n'a pas de problème avec, tout va bien. On lui demande de ramasser ses jouets, elle ramasse ses jouets. On lui demande de prendre son bain, elle prend son bain. On lui demande de se coucher, elle va se coucher, elle ne se relève même pas. Mais aussitôt que ma sœur remet les pieds dans la maison, c'est comme si l'enfant était devenu sourd. Elle n'écoute plus rien, ça ne ramasse plus, ça crie, ça fait tout et tout. Donc, l'être humain, ce qui se passe un peu avec elle, c'est qu'elle a gagé déjà les limites de la mère. Elle sait déjà jusqu'où elle va intervenir et puis jusqu'où elle peut aller. Par exemple, avec les grands-parents, elle ne sait pas encore. Elle ne sait pas si je vais-tu me faire chicaner si je n'écoute pas, je vais-tu me faire crier après, qu'est-ce qui va se passer? Donc, l'être humain, on évalue les risques. C'est vrai dans la vie, mais c'est également vrai quand on est en affaires. Donc, on vient en entreprise, on a des clients, on a des employés, c'est toutes les mêmes gages de risque à l'extérieur. C'est pas parce qu'on les embauche puis qu'on rentre des clients là-dedans que c'est plus des gages de risque. Non, c'est les mêmes êtres humains qui testent les limites et qui gagent les risques qu'on rentre dans notre entreprise. Les clients, c'est une chose. Les employés, c'est une autre. Les employés vont passer 8 heures par jour dans notre commerce, 40 heures par jour dans notre commerce, puis vont les connaître, nos opérations, puis vont être capables de les tester, les limites de notre organisation. Fait qu'il faut garder ça en tête. OK? Donc, je vais passer à la prochaine. OK, parfait. Donc, avec ce qu'on a appris jusqu'à présent, on se doit, en tant qu'organisation, venir se protéger, du moins réduire les risques d'être victime de vol ou de fraude en augmentant nos risques que vous voyez ici à droite. Nos risques et conséquences par différents moyens qu'on va voir juste un peu plus tard dans la présentation. Donc, là, ici, on va voir la mise en contexte avec la COVID-19 parce que Dieu sait que la COVID-19 a eu des impacts à beaucoup d'endroits. Dans la dernière année, il y a eu une perte d'emploi massive. On a vu des familles avoir de gros problèmes financiers. On comprend avec ce qu'on a vu tout à l'heure avec le triangle du risque que le besoin des gens touchés financièrement par la pandémie venait de monter drastiquement. Des gens qui, à l'habitude, dans un contexte hors COVID, n'auraient jamais pensé à voler ou à frauder. Mais maintenant que leur train de vie venait de se faire bousculer, ils peuvent être tentés. Les dépendances de ces gens-là sont restées les mêmes. La nourriture qu'ils doivent mettre sur la table sont restées les mêmes. Les paiements qu'ils avaient sont également restés les mêmes. Mais leur revenu s'est vu amputé. Parfois, les deux membres d'une même famille, les deux adultes d'une même famille, parfois un des deux, l'autre travaille. Bon, c'est sûr que c'est venu avoir un grand rôle sur le besoin des gens. Le besoin est venu grandissant parce qu'on avait une perte de revenus. Si je fais un parallèle avec la quincaillerie, avec la demande de matériaux de construction en grande demande en ce moment, le marché de la revente illégale tourne très, très vite. Rares sont ceux qui vont avoir volé de la marchandise, qui gardent de l'inventaire volé longtemps. Ils peuvent facilement mettre la marchandise volée sur Marketplace, sur Facebook, en utilisant un pseudo, un nom fictif, avec une fausse adresse, puis très rapidement trouver preneur. Puis, il y a également une pression externe qui s'exerce sur ces travailleurs-là des quincailleries.
des gens qui peuvent venir les voir puis leur offrir de l'argent pour avoir des matériaux ou pour fermer les yeux lors d'un vol. Donc, en plus d'avoir un besoin grandissant, on peut se faire mettre une pression externe par ces gens-là. Ça peut être par des clients, par exemple, ça peut être par des gens de la famille qui savent qu'on travaille dans ce milieu-là, qui peut être quelqu'un qui fait de la livraison, ben, qui peut avoir une pression externe par X ou Y personnes. Donc, c'est toutes des choses qui sont arrivées avec la pandémie qui viennent nous faire, pas nous faire peur, là, mais nous mettre un petit peu plus à risque en tant qu'entrepreneur, surtout dans le milieu de la quincaillerie. OK. Donc, maintenant, on va voir les pertes dans le commerce de détail. On peut changer ça. OK. Les pertes en entreprise, bon, les différentes sources de pertes en entreprise représentent environ 2 du chiffre d'affaires. Donc, comment qu'on va faire ça? Vous le savez probablement tous. Là. On va venir comparer notre inventaire réel à la fin de notre inventaire en magasin à la fin de l'année avec l'inventaire qu'on est supposé avoir. On va faire la différence entre ça, puis on va calculer pertes s'il y a des revenus. Donc, c'est environ 2 du chiffre d'affaires dans l'industrie, de la moyenne de l'industrie canadienne. Puis, il y a d'autres éléments, finalement, qui ne sont pas nécessairement répertoriés. Là. Je pense, entre autres, au vol de temps, qui ne sont pas répertoriés dans ce 2 %-là, mais qui sont une perte quand même importante. Donc, je vois plus la présentation. Ouais. Ah! C'est comme si ça a quitté un petit moment. Pas de problème. Je vais juste faire arrêter puis le repartir. Ça a comme sorti du... Nous étions rendus aux pertes, hein? Oui, la page 17. Parfait. Et voilà, je t'ai redonné le contrôle. OK, ça, on a vu ça. Donc, voilà. Donc, chez la perte dans un commerce de détail, pour de la marchandise volée est nette et non brute. Il y en a beaucoup qui, quand ils calculent un peu le remboursement ou le nombre de ventes qu'il leur faut pour rembourser une perte, ils calculent ça en brut, mais en réalité, c'est vraiment en net. Au coûtant d'un article. Donc, quand on se fait voler pour quelque chose en valeur de 200 on doit quand même payer le loyer, on doit quand même payer nos employés, on doit quand même payer nos fournisseurs. Donc, la perte est nette. Qu'est-ce que ça peut représenter, ça? Puis c'est super bon quand on veut se faire de la sensibilisation auprès de nos employés, par exemple. Le montant nécessaire pour récupérer une perte de 100 si notre marge nette est 2 4 ou 7 bon, si on prend 2 par exemple, c'est 5 000 de vente là, pour venir récupérer une perte de 100 Okay? Donc, c'est quand même substantiel. Si on va à la page suivante, voyez-vous, pour donner un commerce type, finalement, une marge nette pour un commerce type, pour rembourser une perte de 100 ou un coûtant de 100 ça nous prend 2105 de vente. Donc, quand on a, exemple, je ne sais pas, une drill ou peu importe, qui sort en dessous du panier ou qui a été mis dans une poubelle, puis que finalement, on a juste scanné la poubelle, puis c'est sorti, finalement, on aurait été mieux de vérifier ça ou de mieux contrôler ça que de faire la vente carrément. Parce que là, on a 2105 de vente à aller récupérer avant de rembourser ce qui a été sorti. Okay? Donc, ça, c'est super important à retenir. Les sources de pertes ou d'où les pertes vont nous provenir dans un commerce de détail, principalement, là, ici, on a les différentes sources de pertes dans le commerce. Nous en avons 6 en réalité, là, de sources de pertes, soit les vols internes, les vols externes, les erreurs de prix, les erreurs de réception, les erreurs comptables et les bris de marchandises.
Je vais vous poser une question, vous pouvez également répondre dans le chat. Selon vous, quelle est la plus grande source de perte pour un commerçant et quel pourcentage cette source représente-t-elle? Je peux vous donner un peu de temps pour répondre. Une première réponse, on pense les vols internes à 70 %. Okay. Vol interne revient. Oui. Erreur des commis dans les cours, donne le mauvais produit. Ouais. Les vols internes à 26 % ici. Alors, on a soit le spec à 70, soit à 26 %. Parfait. Les bris de marchandises à 20 %. Ouais, OK. Alors, on donne 60 % vol interne, 20 % bris de marchandises, 20 % autres raisons. OK. Parfait. Super. Excellent. Mais je vous remercie beaucoup de vos réponses. Je vais vous montrer ça ici, qui est une étude de l'Université de Floride qui a été faite avant la pandémie. Donc, il y a des chiffres qui vont avoir changé avec la pandémie. Il y a une autre étude qui va être faite, ça, c'est certain. La personne qui a donné 70 % pour le vol interne était très près du chiffre réel qui est à 57 %. Le vol interne et le vol externe ont augmenté énormément suite aux pertes d'emploi de beaucoup de travailleurs. Donc, on voit que le vol interne représente plus de la moitié des pertes en entreprise. Ça peut être du vol d'actifs, donc matériel, argent, qui peut se manifester par un vol pur, mais ça peut être aussi la création d'un faux fournisseur à la comptabilité, où la comptable, par exemple, effectue la création d'un fournisseur, mais c'est elle qui s'occupe aussi de rentrer les factures dans le système, puis qui s'occupe de faire les paiements. Donc, vous voyez déjà là qu'il y a des tâches incompatibles au niveau de cette personne-là qui lui permettent de simuler une fraude. Donc, ça peut également être des faux remboursements, par exemple, ou des transactions annulées quand on voit que le client paye comptant puis qu'on s'attend avec le produit qu'il achète qu'il ne demande pas nécessairement la facture. On voit aussi que le vol externe représente près du tiers des pertes. En nombre de cas qu'on va avoir, le vol externe va toujours rester le plus élevé. Par exemple, en termes monétaires, c'est le vol interne qui domine au niveau des pourcentages de pertes. Okay. On peut changer. Parfait. Donc, les vols et les fraudes internes vont représenter finalement la source principale des pertes que vont subir les commerçants de vente au détail. Comme je vous disais, en nombre de cas, on va en avoir beaucoup plus à l'externe, par exemple, en nombre monétaire, parce que c'est des gens qui vont être dans nos business 40 heures par semaine, ils vont connaître nos contrôles, ils vont connaître nos failles. Ils vont pouvoir un peu les exploiter. C'est certain, puis dans aucun dossier d'enquête qu'on a fait, la personne vole pour 60 000 le premier mois. Comme on parlait tantôt quand on testait les limites, c'est des gens qui vont venir un mois, ils vont commettre un vol ou une fraude, ils vont attendre. Il n'y a pas d'impact, il n'y a pas de répercussion. On s'assure qu'il n'y ait pas de vérification qui soit faite. On se reprend le mois prochain, encore rien, mais on va finir par raccourcir les fréquences où on va commettre ce vol-là ou cette fraude-là, toujours en attendant de ne pas se faire prendre, jusqu'à temps que ça devienne régulier et fréquent, qui va toujours finir par, à la fin d'année, quand on a réalisé X montant de chiffre d'affaires, ben, même si cette personne-là m'a volé 500 $ par semaine, peut-être que ça n'aura même pas un impact sur mes états financiers à la fin de l'année. Mais c'est quand même une personne qui va avoir volé 500 $ par semaine pendant un an. Donc, c'est pour ça que je vous dis en nombre de cas à l'externe, ça va être beaucoup plus. Par exemple, cette personne-là, c'est un cas isolé, mais elle va m'avoir volé pour 25 000 $ à la fin de l'année. OK? Donc, qu'est-ce qu'on veut venir faire? Puis je vous remontre cette slide-là. Puis pour se protéger, c'est de monter la barre de risque dans notre commerce. Donc, la première étape pour bien se protéger commence dès l'embauche d'un employé. En effet, aujourd'hui, plus que jamais, il est important d'enquêter les employés qu'on engage. Par enquête, je parle de vérification du dossier de crédit, du dossier civil et du dossier criminel. Trop souvent, dans des dossiers d'enquête, on a vu après coup que l'employé avait en fait un dossier pour fraude ou vol, puis des cartes de crédit à côté partout. Bon.
c'est certain que quelqu'un avec 8 cartes de crédit à côté partout a peut-être plus de chances de finir par vouloir nous voler puis de se payer à partir de nos actifs que quelqu'un qui est blanc comme neige. Je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais on met les chances de notre côté en tant qu'employeur de prendre quelqu'un qui est un petit peu plus droit. Quelqu'un qui a beaucoup de dossiers criminels également, je ne dis pas de ne pas les engager, mais par exemple, on sait où cette personne-là s'en tient en matière d'intégrité et de respect des règlements. On sait que cette personne-là, l'autorité, ne respecte pas nécessairement tout le temps. En ce moment, à cause du manque de personnel, en ce moment, à cause du manque de personnel, certains voleurs ou fraudeurs peuvent saisir cette opportunité-là pour s'infiltrer dans des entreprises plus vulnérables où ils vont avoir le beau jeu. Donc, en premier lieu, on veut vraiment enquêter les gens qu'on veut embaucher. C'est super important. Par la suite, on veut venir mettre en place des politiques et des procédures claires qui vont être signées par les employés lors de l'embauche. Les attentes de l'employeur, en tant qu'employeur, doivent être claires et doivent être comprises par les employés. Si une politique ou une procédure n'est pas suivie, puis que quand un employé est embauché, ses collègues vont lui dire « Ah non, ça tu n'es pas obligé de le suivre, là, c'est là, mais ce n'est pas bien important, enlevez-la. » On veut s'assurer que toutes les politiques et toutes les procédures en place sont suivies et soient appliquées. Par la suite, on veut venir former nos employés sur la prévention des pertes. Il y a des formations qui existent. GardaWorld en donne, par exemple, vend ses formations sur la prévention des pertes. On s'attend à quoi de nos employés? Souvent, on forme nos employés sur toutes les opérations du magasin, mais quand ça vient à la sécurité puis à la prévention des pertes, ils ne savent pas grand-chose. Ils ne savent pas nécessairement comment intervenir. Les techniques de service à la clientèle pour dissuader un client, par exemple, qui va se sentir observé, qui va peut-être avoir un petit peu plus peur de voler dans notre commerce, par exemple. Donc, la formation d'employés ajoute une barrière de risque contre le vol et la fraude. Avant de mentionner les contrôles opérationnels, parce que c'est le prochain point, j'aimerais donner la parole à Mme Denis, qui a vécu une situation dans sa quincaillerie de Saint-Raymond. Madame Denis, je ne sais pas si vous vouliez nous expliquer là, la situation que vous aviez vécue. Bien sûr, ça m'a fait plaisir de vous en parler. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, absolument. Oui. Bien, bonjour à tout le monde. Moi, je suis Sophie Denis, propriétaire du Home Hardware de Saint-Raymond, avec mon conjoint Philippe. Alors, nous, cet événement-là est arrivé ici le 16 septembre 2020 à la quincaillerie. Je vais mentionner que moi, cette journée-là, j'étais absente de la quincaillerie, pas mal la seule journée de l'année que j'ai été absente. Quand je me suis présentée au travail le lendemain matin, quand mes employés se sont vantés d'avoir fait une vente de 3 000 $ d'outils, je leur ai dit, la première affaire, je leur ai dit, je vais vous prouver dans moins de 20 minutes, une demi-heure, que vous avez été victime d'une fraude et qu'on a été victime d'une fraude. J'ai dit, combien de fois c'est arrivé ici? Ça n'a jamais arrivé. Moi, chez nous, on a une quincaillerie, donc je n'ai pas d'entrepreneurs en construction qui viennent dans ma quincaillerie tous les jours. Comment ça s'est présenté? C'est qu'il y a un monsieur qui a téléphoné à la quincaillerie, c'est une de mes filles à l'interne qui a pris l'appel. Il lui a demandé au début mon inventaire, surtout dans les produits de toutes les gones à l'air, ces choses-là. Finalement, elle lui a donné les inventaires. OK, ça, j'en ai 2, ça, j'en ai 3, etc. Fait qu'il dit, je vais vous passer une commande. Fait qu'il a passé une commande, puis il dit, je vais vous payer par téléphone, par carte de crédit. On va s'entendre qu'avec la pandémie, avec la COVID, il y a beaucoup de clients qui ont préféré cette méthode-là parce qu'ils n'osaient pas venir en magasin, etc. Sauf que dans cette transaction-là, à plusieurs reprises, il y a comme des lumières rouges qui flashaient, puis on n'a pas voulu les voir, puis on a continué la transaction. Donc, à la caisse, quand ça s'est présenté, au début, la première carte de crédit qui était donnée par téléphone, ça ne fonctionnait pas. Ensuite, il dit, je vais vous rappeler. La personne, elle l'a rappelé, il a présenté, en tout cas, ça a pris 3 fois avant que la carte de crédit, ça fonctionne, que ça soit approuvé. Quand mes employés, quand mes 2 caissières ont vu que c'était approuvé, là, il n'y avait plus pour elles aucun doute que la transaction était conforme et correcte. Là, tout le monde était convaincu que c'était correct. Et là, quand les 2, parce que là, le monsieur en question, il disait que lui, il était de Gatineau, c'est un entrepreneur de Gatineau qui faisait un chantier de construction dans mon coin, puis que là, il manquait d'outils, qui s'était fait voler dans la nuit, puis là, il avait besoin, lui, de se réapprovisionner. Alors là, il dit, moi, je vais envoyer 2 personnes vers 4 heures de l'après-midi chercher la marchandise. Je ne veux pas porter de jugement sur l'apparence physique de quelqu'un,
ces deux gars-là qui se sont présentés quand on les voit à la caméra n'ont jamais l'air de deux entrepreneurs en construction. Il y a comme un kit quand on fait un job dans la vie, puis un gars de construction, ça a un kit. Ça souvent des bottes à cap d'acier, premièrement. Les deux gars qui se présentent, là, je ne les aurais jamais donné 5 piastres. Fait que finalement, quand ils sont rentrés dans la quincaillerie, le panier est après, la facture est prête, ma fille les accompagne, mon employé les accompagne, le gars regarde la facture, vérifie les stocks, etc. Ils passent devant mes caissières, ils sortent. J'ai des caméras extérieures. Ils embarquent ça dans une auto qui a l'air genre d'une Sentra blanche tout rouillée. Pas un camion lettré, là. Une auto standard. Ils partent avec ça. Moi, j'étais à Montréal, pas plus loin que le bout de mon cellulaire. Quand je suis revenue le lendemain et qu'ils m'ont dit ça, la première affaire que j'ai faite, je suis allée voir sur la RBQ si ce gars-là est enregistré. Il n'y avait aucun enregistrement à ce nom-là. J'ai tout de suite appelé la compagnie de carte de crédit. Puis j'ai dit, écoutez, est-ce que c'est la carte de crédit est à ce nom-là? Fait que la personne au bout, elle me dit non, c'est pas à ce nom-là. Fait que j'ai dit, ça y est, on s'est fait avoir, c'est sûr. J'étais convaincue de ça. Évidemment, c'était bien ça. C'est mon orgueil qui en a pris un coup. J'étais royalement fâchée. Très, 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 très fâchée. Puis en même temps, je me dis, eux autres, quand ils ont vu que c'était approuvé, mais je vous dirais là, que même dans la vidéo, dans le magasin, là, dans le non-verbal de mon employé, elle a des doutes comme tout le long. Mais pour elle, quand je parle à Sonia, c'est que tout le monde est bon sur sa planète. Et moi, c'est pas ça que je vois. Moi, au contraire, je suis toujours allumée à ça. Je ne vous dis pas que je suis mieux qu'un autre, mais quand on est entrepreneur, des fois, on dirait qu'il y a un petit bagage qui vient avec nous autres mêmes, puis qu'on est capable des fois de les détecter, ces transactions-là ou ces gens-là. On ne les filme pas, on ne les ressent pas, ou en tout cas. Mais je pense que c'est des points beaucoup importants que vous avez dit, Mme Denis. Monsieur Plaisance, est-ce que vous voulez souligner les feux rouges que Mme Denis a nommés dans… Ben oui, absolument. C'est sûr, Mme Denis, que la situation que vous avez vécue dans votre magasin, il y avait un paquet de feux rouges, là, la transaction qui ne fonctionne pas, la transaction qui se passe au téléphone, bon, plutôt que de venir en magasin, de vouloir de pas avoir la bonne carte en bon, c'est tous des points qui, à mon sens, bon, se cumulent puis qui font qu'il y a peut-être quelque chose de louche. Là où il faut, je vais enchaîner avec ce qu'on parlait des risques, on était rendu au contrôle opérationnel, puis c'est en plein là où d'avoir des bons contrôles opérationnels, pas dire qu'il n'y a pas des bons contrôles opérationnels, c'est juste que ces contrôles opérationnels-là soient connus de la part de nos employés pour se protéger contre un vol ou une fraude potentielle. Ça peut être, je vais venir faire un parallèle, mais ça peut être un contrôle sur le remboursement de produits, par exemple. Donc, d'avoir la facture avec le produit acheté, puis que le remboursement soit fait sur le même mode de paiement, par exemple. On s'évite des fraudes d'achat ou de rembourser des produits qui ont été volés sur les prises de commande. Donc, exiger, par exemple, que pour en haut de X montant, on doit avoir, la transaction doit se passer en magasin, ou de dire, on a besoin d'avoir votre nom ou la copie de la carte, par exemple, pour voir que le nom fonctionne avec une pièce d'identité. On veut également, une compagnie qui se fait passer pour un entrepreneur. Mme Denis a soulevé un excellent point. Il est nulle part à la régie du bâtiment. Il n'est pas enregistré nulle part. Donc, il y a anguille sous roche à ce moment-là. Donc, peut-être de dire en haut de tel montant, on va aller vérifier si ce n'est pas un client régulier ou un entrepreneur régulier. Mais on va aller runner son nom, on va aller voir, y a-t-il sa licence RBQ, y est-il legit, y a-t-il une adresse? C'est un nouveau client, là. C'est un client que j'ai jamais eu, puis il me passe une commande par téléphone en premier. Peut-être qu'on peut dire non. Si c'est quelqu'un avec qui on traite depuis longtemps, on est capable de faire une exception, mais outre que ça, on ne prendra pas de transaction par téléphone. Donc, on peut venir mettre en place des contrôles opérationnels auxquels les employés vont pouvoir se référer. Donc, ces employés-là, puis Mme Denis l'a dit, on dirait qu'elle savait qu'il y avait anguille sous roche, mais
elle se disait, c'est un client, je veux lui donner un bon service, puis je veux l'accommoder, mais dans le fond, finalement, on s'est plus nuit qu'autre chose, puis là, on a une perte de 3 000, puis là, il faut finir par faire des ventes pour rembourser cette perte de 3 000-là. Mais ce que je vous dis, dans le fond, c'est ça, c'est l'importance des contrôles opérationnels qui font ajouter des barrières auxquelles les employés vont pouvoir se référer. Parce que on ne peut pas se dire, ah, c'est Michel qui est là aujourd'hui. Michel, je le sais qu'il est allumé et qu'il va être pogné, lui, si jamais il y a quelque chose. Faut que je fasse confiance en mes contrôles opérationnels plus qu'en la personne qui est dans le poste. Donc, c'est un peu ça que je voulais dire, moi, par les contrôles opérationnels. Puis merci, Mme Denis, de votre intervention. Est-ce qu'il y a des contrôles, puis je peux vous le demander, est-ce qu'il y a des contrôles qui ont changé depuis cette situation-là chez vous? Ben, c'est sûr que oui. Puis malheureusement, dans la vie, c'est souvent quand on vit ça, une épreuve comme ça, qu'après ça, on les met, les contrôles opérationnels. Je veux dire, avant, ça ne s'était jamais présenté. Là, maintenant, oui, c'est sûr, les caissières ont une feuille qui doivent absolument, si ça dépasse, mettons, un montant comme 250 $, ils vont se faire valider avec moi. C'est sûr que là, toutes mes caissières marchent sur des œufs quand vient le temps de faire des transactions avec des cartes de crédit. Fait que là, la plupart du temps, les filles, ils vont se valider avec moi. Puis en même temps, tous les autres employés, je veux dire, là, on va nommer mes caissières, mais en même temps, il y a tous les autres employés. Moi, ce que je veux dire là-dedans, par rapport à ce qui m'est arrivé, j'ai dénoncé, j'ai appelé la police, j'ai dénoncé. Puis ce que j'ai appris par la suite, c'est que le BIAMA qui est dans ma ville, il s'était fait faire ça 1 heure avant moi. Et le lendemain, c'était un autre home hardware un petit peu plus loin que ma ville. Et quand j'ai appelé à l'AGMAT, puis j'ai écrit à Richard en disant, Richard, c'est parce que ça n'a pas de bon sens, tu sais. Mais c'est parce que lui, Richard, le lundi suivant, il y avait comme 15 marchands qui lui signifiaient que là, il s'était fait faire la même affaire que moi. Moi, ce que je trouve triste là-dedans, c'est qu'on a tendance à les protéger, ces fraudeurs-là, et on dénonce jamais. Hey, moi, je me suis ramassée avec la figure, avec mon mari, sur le front page du Journal de Québec. C'était pas très chic, là, puis le photographe, les organismes qu'on a vraiment là, comme bien fonché. En tout cas, c'est ma pire photo de toute ma vie, mais ça l'a allumé, par exemple, d'autres marchands qui ont vécu ça. Parce qu'on a honte de ça, puis on ne veut pas en parler. Ici, effectivement, Mme Denis, voyez-vous, j'ai des commentaires là, de marchands qui écrivent que maintenant, ils n'utilisent que les virements Interact pour pour les commandes par téléphone, plus de carte de crédit par téléphone. Avec la pandémie, on prend plus, c'est vraiment là, récurrent, là, aucune carte de crédit pour éviter les fraudes, tout à fait. Seulement des virements Interact. Beaucoup prennent. Dans le fond, ce que je veux dire, c'est que si moi, je n'avais pas dénoncé, si je n'avais pas pilé sur mon orgueil de femme d'affaires, bien, tabarnouche, cette organisation-là aurait sûrement continué parce que là, on n'a pas entendu parler. Tu sais, quand là, tu parles, ben, on ne les connaît pas, mais quand ça parle d'une fraude d'une telle ampleur dans les journaux, oups, ben là, c'est bien que ces gars-là, on dit là où on va se calmer ou c'est madame-là, en tout cas, je ne sais pas, mais. Sauf que, pourquoi qu'on ne dénonce pas, justement? Pourquoi qu'on n'en parle pas, tu sais? En tout cas, moi, je suis fière de l'avoir. Je ne suis pas fière de m'être fait pogner, là. Non, pas vraiment. Pas du tout. Mais je suis contente au moins d'avoir dit les choses pour que ça stoppe une espèce d'hémorragie épouvantable. Oui, tout à fait. Puis vous n'avez pas été la seule, malheureusement, au cours des 6 derniers mois. On a eu d'autres cas, puis ils nous ont avertis pour justement alerter la communauté. Exact. Puis, tu sais, faut pas se sentir mal de ça. Je pense que c'est parfait également qu'il y en ait d'autres qui puissent se protéger par la suite. Puis, je pense qu'on doit toujours miser sur prévenir ces vols-là plutôt que d'agir une fois que c'est arrivé. Donc, de revoir ces contrôles-là, c'est super important. C'est l'équivalent de barrer ses portes d'auto, même si on ne s'est jamais fait voler dans son auto. Là, on les barre quand même. On n'attend pas de se faire voler avant de barrer nos portes. C'est un peu la même chose. Donc, si ça peut avoir servi à d'autres, ben tant mieux. Je vais juste avancer puisque je vois que le temps avance beaucoup. Donc, on a vu les contrôles opérationnels, les mesures disciplinaires qui étaient le prochain point. Donc, en cas d'écart de conduite par rapport à nos politiques et procédures qu'on a dit qui devaient être suivies, ultra important d'avoir des mesures disciplinaires en place. Par la suite, on peut également instaurer des visites d'intégrité ou de contrôle. En ce moment, avec le coût des matériaux grandissant, certains clients peuvent essayer de soudoyer les employés des matériaux ou de la cour à bois.
On peut également, exemple parfait, je vais te donner 50$, tu me mets une feuille de gyps de plus. L'employé, surtout au salaire qu'il gagne, mais peut te dire, ben OK, écoute, je vais me fermer les yeux, prends la feuille de gyps, puis pars avec, puis donne-moi 50$. Il y a des entreprises, regardons les une, qui vont faire des tests des cours à bout, ils vont faire des tests d'intégrité en civil pour venir s'assurer que les employés marchent dans le droit chemin. Puis, ce qu'on peut faire en tant qu'entrepreneur, c'est avertir nos employés. Ça se peut que vous soyez testés. On fait maintenant passer un programme qui vient tester l'intégrité, qui vont tester. Si on dit à nos caissières, par exemple, quand vous scannez un bac, une poubelle, un contenant, vérifiez qu'il n'y a rien à l'intérieur, ben, on va venir tester ça. On va venir tenter de sortir la marchandise. Puis, s'ils réussissent à vérifier, ben, tant mieux, ils auront réussi. Puis, s'ils échouent, ben, on est en mesure de faire du renforcement auprès de ces employés-là, mais toujours dans le but de s'améliorer puis de réduire ces pertes-là. Donc, ces types de visites-là qui existent. Les équipements, donc caméras, alarmes, serrures, je vais passer quand même vite là-dessus. Donc, caméra de sécurité, dans le fond, sur l'entrée pour voir vraiment les clients qui sont rentrés. Madame Denis en a parlé. Bon, on a été capable d'identifier la personne quand même sur les caméras. Cours à bois, super important. Réception des marchandises, coffre-fort. Bon, les caisses, super important de voir les manipulations d'argent, ce qui se passe. Quand le tiroir est ouvert, mon client, les échanges d'argent, on veut voir ça avec nos caméras. C'est super important. Puis la durée d'enregistrement, assurez-vous de tout le temps avoir 30 jours. Quand on est victime d'une fraude, justement, par carte de crédit, ultra important d'avoir au moins 30 jours d'enregistrement. Si jamais on est au courant par la suite, on est capable au moins de sortir nos enregistrements. Les systèmes anti-intrusion, donc les systèmes d'alarme. Si j'ai un conseil que je peux vous donner, c'est ayez un lien GSM avec la centrale, donc un lien cellulaire. Il y en a beaucoup qui vont courir les pannes de courant. Donc, si on a une panne de courant, puis notre système d'alarme est relié par la ligne terrestre à la centrale, la ligne terrestre est bloquée en temps de panne de courant. Donc, un lien GSM, c'est un petit module cellulaire qui est mis dans votre système d'alarme. Même si vous avez une panne, que vous avez une batterie de secours, l'alarme va déclencher, la centrale va être au courant, puis la police va être envoyée sur les lieux quand même. Donc, ça, c'est un élément ultra important. Puis, on doit, système PDV, donc on doit avoir un système de caisse qui va vous permettre de séparer nos usagers puis de produire des rapports d'exception. Qu'on doit contrôler, qu'on doit venir voir donc le nombre de remboursements par employé. Les remboursements sont faits seulement en comptant, donc ça détonne un peu du reste. Les ouvertures de tiroirs, par exemple. Le nombre de transactions annulées par un employé. Donc, 2 employés qui ont travaillé 8 heures, j'en ai un qui a annulé 40 transactions, puis l'autre en a annulé 6. Donc, qu'est-ce qui se passe avec mon employé qui en annule 40? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Donc, on va venir gérer les exceptions. Ça peut nous mener à des cas de fraude, des cas de collusion, des cas de vol. Okay? Le dernier point, c'est une ligne info-prévention, donc une ligne d'une partie tierce qui va prendre des appels anonymes. Si jamais quelqu'un est témoin d'un vol ou d'une fraude, souvent les employés, quand ils voient un fournisseur voler, ils sentent que c'est leur travail d'aller le dénoncer, mais quand ils voient un autre employé commettre quelque chose, souvent c'est beaucoup plus, ça se tait un peu plus. Puis on a peur un peu de représailles, on a peur de perdre son emploi. Donc, d'instaurer une genre de ligne de délation d'une tierce partie peut venir aider à ce moment-là. Donc, ça, c'est les points pour les barrières de risque ou les différentes facettes de risque qu'on peut ajouter dans notre commerce pour limiter le besoin, dans le fond, de surpasser le besoin d'un employé à faire un vol. Puis pour la prochaine partie, je vais passer le micro à mon collègue Terry Cutler, qui va vous parler de cyber-fraude, puis de rançon logiciel. Bonjour Alors, tout le monde. bienvenue, M. Cutler. Bonjour. Mon nom, c'est Terry Cutler, je suis le fondateur de Cyology Labs, ou Cyology en français. On est un partenaire de GardaWorld sur le côté cyber. Moi, personnellement, je donne beaucoup de formations en ligne. J'enseigne déjà à plus que 32 000 étudiants de 160 pays. Je donne beaucoup de formations sur comment éviter la fraude et protéger vos compagnies. Est-ce que je peux partager l'écran? Fait que, je vais donner puis je m'excuse de mon français, ce n'est pas ma première langue. Fait que je vais essayer le plus meilleur possible. Avec
la situation courante dans le monde de cybersécurité, il y a plus que 34 des compagnies canadiennes sont des victimes de fraude. Et la plupart de ces compagnies-là, ils ont payé plus que 43 millions de dollars en coûts. Puis tu vas voir durant la présentation pourquoi que ça monte aussi vite. Une chose qui est intéressante, c'est que il n'y a pas de dépendance de quelle industrie que vous êtes. Il y a toujours ces top 10 problèmes. OK? Le premier problème que tout le monde a, c'est du hameçonnage ou du phishing ou d'autres choses qui s'appellent spear phishing. Ça, c'est le cas où j'essaie de trouver plus d'informations sur toi, puis j'ai une attaque de phishing qui est plus de précision sur toi. Fait que c'est plus croyant. Après ça, on a un problème de rançon. Si vous recevez un ransomware, ce n'est pas nécessairement que vous êtes visé. C'est parce que peut-être vos compagnies utilisent des anciens logiciels et il y a une 50 d'autres personnes qui ont le même problème, puis c'est un genre de net qui ont attaqué tout le monde en même temps. Puis toi, tu étais pogné. On a un problème de stockage en nuage. Des fois, il y a des systèmes qui roulent chez vous, comme, mettons, Microsoft OneDrive ou Google Drive, où les employés peuvent copier des données personnelles, comparatifs, dans leur nuage personnel. Puis ils peuvent copier vos données sans que tu le saches. Okay? Puis ils peuvent vendre ça. On a aussi des problèmes des appareils qui sont volés ou perdus. Right? C'est le Bring Your Own Device. Moi, j'aime ça d'appeler Bring Your Own Disaster. Parce qu'il y a du monde qui amène leur device personnel puis ils volent les données. Puis on voit beaucoup de monde qui ont des usagers qui n'ont pas de connaissances sur la sécurité informatique et ils cliquent sur n'importe quoi. Puis quand ils font ça, la compagnie peut avoir un virus, il peut avoir un rançon, il peut être hacké. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Puis je vais essayer d'aller un peu plus vite. Une autre chose qu'on voit souvent durant les tests d'intrusion qu'on fait, c'est qu'il y a beaucoup de logiciels qui sont obsolètes. Et puis, comme on voit encore beaucoup de Windows XP ou Windows 7, puis du coup, donc, comment ça, tu vois encore du Windows XP? Mais des fois, il y a des logiciels qui roulent chez vous. Mettons, les logiciels qui contrôlent les portes. Puis ces logiciels-là, ils ne roulent pas sur Windows 10 ou quelque chose de plus récent. Fait que vous êtes pogné avec XP. Mais quand vous êtes pogné avec ces logiciels-là, il y a beaucoup de failles qui existent. Et il y a le problème aussi de mots de passe volés. Il y a beaucoup de personnes qui, mettons, ils ont juste un compte sur un média social, mais utilisent le courriel de votre compagnie. Puis, ils utilisent le même mot de passe tout partout. Fait que si la compagnie de médias sociaux se fait hacker, mais il va avoir une copie de votre mot de passe. Puis, il peut loguer dans votre compagnie, puis il peut lire les courriels des employés. Puis, peut-être si c'est le mot de passe admin, il va avoir le contrôle de votre réseau. Puis, quand les employés font hacker, les cybercriminels peuvent lancer un ransomware dans votre compagnie. Si vous ne savez pas c'est quoi un ransomware, c'est le numéro 1 façon d'être extorté au monde. C'est plus facile parce que les cybercriminels peuvent cacher les traces. Puis il faut que tu les payes en mode de Bitcoin. C'est un genre de cryptocurrency qui n'est pas traçable. OK? Fait que je peux donner un peu d'indice à quoi faire avant une attaque de ransomware. Parce que quand tu te fais attaquer, toutes tes données vont être encryptées, puis complètement inusables. Puis même tes backups vont être encryptés aussi. Fait qu'eux autres, leur but, c'est de faire tout possible pour que toi, tu payes le rançon. Puis le rançon commence d'habitude à 300 000 $ pour avoir tes données. Puis j'en vois beaucoup qui commencent à 800 000. Fait qu'imagine payer une facture de 800 000 parce que tu n'es pas capable de récupérer tes données. So, ça, c'est le slide le plus important, OK? C'est avant que tu fasses attaquer, sois sûr que tes backups fonctionnent. OK? Tester la restauration,
Puis aussi, prends des copies qui sont hors site. Parce qu'on avait déjà un client qui avait 2 copies des backups. Tous les 2 étaient encryptés. Fait qu'il n'était pas capable de l'utiliser. Il y avait un vieux backup qui pensait fonctionner, mais il datait de 4 mois. Fait que c'était inusable. Mais aussi, il y avait une copie des tape backups, c'est des rouleaux, qui étaient plus récents, sauf le serveur qui contrôlait les rouleaux n'était pas accessible. Ça veut dire qu'il fallait qu'il fasse une réindexation de toutes les tapes. Fait qu'il va prendre une semaine. Fait qu'il fallait qu'on utilise une compagnie externe pour récupérer les données. Puis avec 200 employés dans la compagnie qui se fait encore payer, puis les systèmes sont down, ça coûte très cher. Okay? Fait qu'il faut être sûr que les mises à jour sont à jour, les correctifs. Il faut éduquer les employés. Si vous ne faites pas des tests de phishing, il faut regarder ça. Ça, c'est quelque chose que nous autres, on peut vous aider. Puis investir dans les solutions plus robustes. Si vous utilisez des antivirus de Best Buy, okay, des Norton 360, des Kaspersky, ça, ce n'est pas assez fort pour battre contre le ransomware d'aujourd'hui. Okay? Il faut regarder des solutions qui s'appellent EDR, Endpoint Detection and Response, comme mettons SentinelOne, CrowdStrike, Carbon Black. Ça, c'est des logiciels qui sont beaucoup plus, les technologies sont beaucoup plus élevées que ce qu'on a présentement. Okay? Mais si vous se faites attaquer, ça, c'est quoi? Ça, c'est ce qu'on devrait faire durant une attaque de rançon. Okay? La première chose, c'est de rester calme. Parce que quand tu fais infecter, là, ton estomac, là, tu deviens tout. Tu commences à avoir mal au cœur. Okay? Tu devrais déconnecter du réseau et de l'Internet. Parce que la plupart des nouveaux rançons, ils sont dans votre système pour plusieurs, peut-être semaines ou mois avant que tu reçoives la rançon. Puis leur but, c'est de copier vos données de l'externe de votre système pour que si tu es capable de restaurer tes données, là, il peut faire une double extorsion. Il dit, OK, monsieur compagnie, si tu ne payes pas, je vais publier tes données. Là, tu vas être en trouble encore. OK? Fait que ça, c'est le backup plan des cybercriminels. Fait que quand l'attaque se passe, OK, tu devrais travailler tout de suite avec votre équipe informatique. Puis j'espère qu'il va y avoir une équipe, il va y avoir un plan de désastre, un disaster recovery plan, avec toutes les étapes, avec qui appeler en premier, c'est quoi qu'on devrait faire, A, B, C, D, E, F, G. OK? Puis l'autre affaire que tu devrais comprendre, c'est que quand tu fais arnaquer avec un rançon, votre réseau, il ne sera pas accessible pour au moins une centaine d'heures. OK? You're down. Puis tu ne peux pas commencer à réinstaller les systèmes puis les réinstaller. Parce que ce qui arrive, c'est que le ransomware va réencrypter le nouveau système que tu viens de refaire. Puis si tu travailles avec des compagnies d'assurance, ils vont demander qu'est-ce qui s'est passé. Puis si tes gars d'IT commencent à détruire les machines puis les réinstaller, là, ils sont en train de détruire les évidences. Ça veut dire que tes assurances ne paieront pas. Fait que tu as besoin d'amener une firme qui est spécialisée dans les incidents, qui peut déployer des technologies comme Endpoint Detection and Response pour have a containment, pour que ça n'infecte pas d'autres machines. Il faut que tu le rapportes aux polices parce que c'est une extorsion, mais les polices ne vont pas faire grand-chose pour toi, OK? Ils vont juste prendre le rapport. Puis, tu ne devrais pas fier des logiciels de décryption de ransom parce que les nouveaux ransomware, c'est soit tu payes ou tu perds ta compagnie. Okay? C'est vraiment si simple que ça. Une des questions qui arrive souvent, c'est que est-ce que je devrais payer le rançon ou pas? D'habitude, on dit non, tu ne devrais pas payer, sauf il y en a plusieurs compagnies qui n'ont pas de choix. Les sauvegardes sont toutes pognées ou des fois, c'est plus vite et moins cher de payer le rançon pour récupérer la compagnie. Okay? Fait que ça devient un choix personnel. Puis, qu'est-ce qui va arriver aussi, c'est qu'après qu'on a récupéré l'environnement, c'est là qu'on va voir les faiblesses qu'on n'a pas vues au début.
Est-ce que vous faites des audits de cybersécurité à chaque année? Si tu ne fais pas ça, c'est mieux de les faire parce que il y a beaucoup de manières qu'un rançon peut rentrer dans votre compagnie. Ils n'ont rien que besoin d'une porte pour rentrer. Fait que durant le recovery phase, c'est là qu'on va voir toutes les faiblesses. Et après qu'on reçoit la rançon, c'est là d'habitude que le budget se rouvre. Parce que probablement vos gars d'IT ils demandent pour plus d'argent pour améliorer le système. Puis il y a beaucoup de management qui dit non, on n'a pas le budget pour ça, on ne veut pas le faire. Mais quand tu fais pogner avec un ransomware, tu vas voir que tu ne veux plus revivre un attaque comme ça. Okay? Fait que tu vas payer pour avoir meilleure de technologie. Tu vas sensibiliser vos utilisateurs. Puis tu vas investir dans une meilleure défense pour la cybersécurité. Une des questions que je reçois, c'est pourquoi, avec toutes les choses que je mets en place, comment ça les pirates, ils s'infiltrent toujours? Puis un des problèmes, c'est qu'il y a beaucoup de compagnies qui protègent leur réseau comme ils protègent leur maison. OK? Fait que si on regarde comment on protège leur maison, on a des portes, on a des fenêtres, on a des clôtures, la surveillance, on a un chien. Si on est américain, on a un fusil. On a la police, puis l'assurance. Mais tout ça, ce n'est pas ce qui protège notre maison. OK? Ce n'est pas le système d'alarme que le gars nous a vendu qui dit oui, c'est ça qui va te protéger. Mais il y a quelque chose en place qui peut nous protéger. C'est un processus. OK? Puis tous les processus, il faut que ça fonctionne ensemble. Sinon, ça ne marchera pas. Puis c'est un niveau de protection, détection et réponse. OK? Tu as besoin de tous les trois pour que ça fonctionne, mais il y a un colonne qui est plus important que les autres. Si vous avez dit prévention, vous êtes incorrect. La réponse dont on a besoin, c'est la détection. Parce que ce qui arrive, c'est que la plupart des managements, ils pensent que mais moi, tout ce que j'ai besoin, c'est un nouveau pare-feu, des mots de passe et encryptage. Ça, c'est ton prévention. Mais ce qui arrive, c'est que ça, c'est ton traditional cybersecurity. Ça veut dire que aussitôt que le monde il dépasse la colonne protection, il n'y a aucune façon de détecter qu'il y a un hacker dans votre système pour 8 ou 16 mois avant d'être détecté. Puis encore pire, ils n'ont pas de réponse pour sortir le hacker. Fait que, ce qui est intéressant, c'est que si la colonne détection, c'est le plus important, pourquoi que tout l'argent va dans le côté protection et dans les pare-feux et tout ça, qui n'est pas autant important? Fait que c'est ça qu'il faut changer le mindset. Parce qu'il y a sûrement, toutes les compagnies sur l'appel ici, ils ont un logiciel merveillant qui roule dans votre compagnie que toi, tu ne l'as pas mis. OK? Il y a quelqu'un d'autre qui l'avait mis là. Fait que là, les prochaines étapes, à quoi faire? Il faut évaluer vos employés. Okay? Et les tester avec des cours de sécurité. Puis il va y avoir des rapports et tout ça qui va être fait pour eux. Tu vas voir qui sont les employés qui aiment cliquer sur toutes les affaires. Il faut prochainement faire des tests d'intrusion ou des audits pour voir sont où tes faiblesses. Et aussi, peut-être un service de monitoring sur le dark web. Ça, c'est un exemple d'un des rapports que nous autres on fourni. Ce qui arrive, c'est que aussitôt qu'il y a des mots de passe qui sortent sur le dark web, qui sont associés à votre domaine, à votre nom de la compagnie, on peut voir en temps réel quand un mot de passe sort. Fait qu'on peut vous aviser que hey, ce usager-là, il faut qu'on change le mot de passe ou appliquer le facteur, ça s'appelle Two-Factor Authentication. Facteur multi, je ne sais pas le terme en français, mais... double facteur d'identification. Exact. Fait que la prévention, c'est toujours la meilleure solution long terme. Fait que je vous redonne le temps. Alors, je laisse la conclusion à toi, Marc-André. Bien sûr, absolument. Oups, donc, c'est ça, avec tout ce qu'on a vu, aujourd'hui, dans le fond,
ce qu'on veut venir faire, c'est de bâtir en connaissance de cause avec l'opportunité, le besoin, le risque. La COVID-19 commence à changer la perception du vol puis les risques de vol avec la cybersécurité, dans le fond, avec le cas également de Mme Denis. Dans le fond, c'est qu'on veut vraiment venir prévenir le vol, prévenir la fraude, prévenir le cyber avant que ça arrive. D'avoir des mesures en place, physiques, opérationnelles, cyber, pour venir se protéger d'avance, pour pas réagir, puis que ce soit trop tard, puis que ça nous coûte des sommes astronomiques. C'est d'agir en prévention. Il existe une panoplie d'experts qui peuvent vous aider avec ça. On en est un qui peut venir vous guider, qui peut venir prendre un état de santé de votre commerce au niveau de la sécurité, puis pouvoir venir par la suite vous guider. Donc, pour moi, c'est tout. Je vous remercie beaucoup énormément de votre écoute, puis de votre attention, puis de votre participation aujourd'hui. Bien, merci beaucoup, M. Plaisance, M. Kotler. Merci beaucoup pour vos bonnes explications, vos conseils. Madame Denis, merci d'avoir partagé avec nous, d'avoir accepté de partager avec nous votre expérience. Je peux vous assurer que c'est vraiment très, très, très utile et apprécié. Et je remercie vraiment nos participants qui ont participé à nos questions, qui ont demeuré avec nous. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire qui se tiendra le 30 juin prochain. Et on va parler des quincailleries au design forcément repensé avec l'année, les 18 mois de pandémie qu'on a vécu. Alors, merci à tous et on se revoit dans presque un mois. Au plaisir.